Bonjour, bienvenue dans Performer l'information. Ici, on parle data, on parle tech, mais surtout de ce qu'elle change vraiment dans nos relations de travail. Parce qu'au fond, performer l'information, c'est performer l'attention qu'on porte aux autres. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une question plutôt simple, mais pourtant très sensible. La digitalisation RH peut-elle vraiment remettre l'humain au centre ? Une question essentielle à l'heure où les recruteurs doivent absorber des volumes massifs, gérer l'attractivité, donner de la visibilité aux candidats et accompagner des parcours toujours plus complexes. Et où quand un recrutement échoue, et on parle d'1 sur 3 quand même, c'est souvent parce qu'il y a eu un décalage entre ce que le candidat s'attendait à vivre et ce qu'il a effectivement vécu. Pour en parler, deux voix qui connaissent le terrain. Stéphane Boussely, fondateur de SOWAT AI, qui fait passer les organisations du clic à la conversation, et Laurent Rousset, directeur du Digital d'Everial, qui réinvente les usages RH à grande échelle. Parce que si la tech ne fait pas tout, elle peut beaucoup, et surtout ceci, redonner du temps à l'humain dans un métier qui n'aurait jamais dû en manquer. Alors on va commencer par peut-être une question qui gratte. Quand vous entendez digitalisation RH, vous pensez quoi, Stéphane ? La première chose, tout simplement, pour les candidats, c'est que c'est devenu très facile pour postuler, mais à un point où ils ne savent même plus eux-mêmes où ils ont postulé. Et côté recruteur, c'est le côté très fastidieux du traitement des candidatures, malgré les logiciels ATS traditionnels qu'ils peuvent utiliser, alors qu'aujourd'hui, il existe de nouvelles technologies, notamment liées à conversationnel, qui peuvent drastiquement aider aussi bien le candidat que le recruteur. Donc, du flou et de l'ennui, en gros. Et de votre côté, Laurent ? Je pense qu'on parle beaucoup de digitalisation, mais j'aurais tendance à dire qu'on a dématérialisé en fait le process, c'est-à-dire qu'on a essayé de reproduire dans un environnement numérique ce qu'on faisait très mal sur du papier, et donc on le fait pas beaucoup mieux dans un environnement numérique. Et je pense qu'aujourd'hui la digitalisation, c'est un vrai changement de la façon d'aborder le processus, en essayant en effet d'utiliser des vrais formats digitaux. C'est-à-dire de se dire à un moment donné, j'enlève les papiers, j'enlève tout ça, mais qu'est-ce qui va faire qu'en effet un candidat va suivre son recrutement ? Pourquoi est-ce qu'il va être recruté ? Pourquoi est-ce qu'il va être plus tenté pour le faire ? Qu'est-ce qui va l'amener à avoir ça ? Et est-ce que c'est simplement cliquer en effet dans un job board, envoyer son CV et puis se dire j'attends ? Ou est-ce qu'au contraire c'est entrer en relation avec une entité, avec une entreprise qui va lui proposer un parcours dès l'entrée en relation et qui soit différent. Et là, on va aller vers de la digitalisation parce que sinon, en fait, autant envoyer son CV par la poste, ça marche pareil. Hein. Donc en fait, il s'agit d'une digitalisation qui sera bien faite plutôt qu'une digitalisation simplement. Ouais, c'est entrer dans le fait de dire les nouvelles technologies, et le travail qui est fait avec SOWAT AI et Stéphane est là pour le montrer. C'est-à-dire qu'on est en train d'engager finalement. C'est-à-dire qu'on va proposer un engagement qui ne va pas seulement être au moment où on a fait top là et on a signé le contrat, mais il va être un engagement dès l'amont, dès le moment où on va commencer à rencontrer l'entreprise. Comment je vais digitaliser ce parcours pour faire que, même s'il n'y a pas de l'humain tout le temps, on ait l'impression d'être pris en charge par un humain. Alors justement, dans les parcours, quel est, selon vous, Stéphane, je vais commencer par vous, peut-être l'irritant numéro 1 de ces parcours RH aujourd'hui ? C'est là où il y a du vide. Côté candidat, tout simplement, la très grande majorité n'ont pas de retour. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, côté recruteur, quand ils veulent essayer de joindre des candidats, ils ont de plus en plus de mal à les joindre. Et donc la conséquence, c'est que les deux se cherchent mais n'arrivent pas à se trouver. Du coup, les durées de recrutement se rallongent et il y a un vrai challenge de productivité côté recruteur puisqu'ils pédalent dans le vide. Les uns et les autres, finalement. De votre côté, Laurent ? Ouais, non, la boîte noire, hein, c'est un vrai sujet dans le recrutement. C'est-à-dire que vous postulez, vous mettez tous les meilleurs efforts pour le faire, et puis voilà. Et puis, il y a un terme qui dit, en général, plus c'est long, moins c'est bon. Hein. C'est-à-dire que si une boîte met plus de 15 jours à vous répondre, oubliez. Puis vous avez oublié, d'ailleurs. Et donc, même quand elle vous rappelle, vous demandez pourquoi vous avez postulé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, cette espèce de boîte noire, c'est-à-dire le lien qui se coupe au moment où j'ai été postulé sur un job board, sur un site web, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où, en effet, le parcours digitalisé doit rentrer en compte en disant comment je remets de la relation, quoi. Comment je remets de la relation ? Comment je donne la capacité au RH de re-rentrer en relation si vraiment il a détecté un super profil et qu'il ne faut pas le louper ? Ou à la personne de se dire, ok, je sais où c'en est. Ah bah oui, ils ont bien vu mon CV. Ah bah oui, ça a été traité. Ah tiens, ils me demandent autre chose. Et c'est ça en fait qui est important, c'est comment je remets du rythme dans cet échange en fait. Et que ça devienne un échange et pas simplement j'ai envoyé une lettre à la poste et j'attends que ça soit délivré. Oui, donc du rythme d'une part, mais surtout de remettre en relation les uns avec les autres, éviter cet éloignement qui fait ce qu'on appelle
appelle le no-show, le no-show. Ouais. Est-ce que c'est un fléau ? Est-ce que c'est plutôt un symptôme d'une relation ratée ? Stéphane ? Alors c'est déjà un symptôme, parce que cliquer ne veut pas dire engager, comme expliquait Laurent à l'instant. Et en même temps, c'est un fléau, parce qu'aujourd'hui, au-delà même de la sphère RH, qui répond à un appel téléphonique d'un numéro inconnu ? Donc, c'est aussi vrai dans le monde de la RH. Et donc, l'enjeu, c'est de réussir à disposer d'outils de communication qui vont pouvoir être à la fois rassurants, quelque part je décroche, et en même temps engageants. Et donc, c'est dans cette optique où c'est déjà disponible, mais je pense que les entreprises n'y pensent pas assez. Avoir la capacité, par exemple, d'envoyer un message via un assistant IA sur WhatsApp, avec le logo qui certifie que c'est pas du spam et c'est bien l'entreprise X qui me contacte. Et puis, bien, comme c'est du texte, non, je suis pas obligé de répondre tout de suite. Je vais pouvoir le faire peut-être plus tard. Et je vais pouvoir être relancé. Et donc voilà, c'est mettre à disposition ce nouveau type de communication, c'est rassurant et c'est engageant. Ouais, donc là, un outil pour... parce que finalement, c'est pas le candidat là qui est en défaut, c'est un peu l'écosystème qui fait que tout se dissout, on s'éloigne les uns des autres, on a plutôt un problème d'attention, là, pour le coup. Laurent, vous en pensez quoi ? Oui, non, c'est un sujet d'engagement, c'est-à-dire que... il faut que la relation elle soit symétrique en fait. Je pense qu'on parle beaucoup de symétrie des attentions, que ce soit dans le commerce ou ainsi de suite. Je pense qu'on l'a exactement en RH, c'est-à-dire que la personne quand elle s'engage, et si on veut qu'elle s'engage, il va déjà falloir lui communiquer avec les outils qu'elle a l'habitude d'utiliser. Donc en fonction des faits de la population, ça va être du WhatsApp, ça va être un certain nombre de choses. Donc déjà trouver le bon canal, et puis utiliser les codes de ce canal quand on l'a fait. Si en effet on est sur WhatsApp et qu'on envoie qu'un message, et puis qu'on dit coucou, j'ai bien reçu votre message, on vous rappelle plus tard. Bon, on s'est trompé, quoi. Donc, il y a un effet à la fois de canalité, quel est le bon code sur ce canal, quelle est aussi la génération à laquelle je vais accéder, parce que malgré tout, on cible des générations quand on fait les choses, donc on va essayer de retravailler sur le mode de fonctionnement de ces générations et continuer dans ce code. Et il faut continuer dans ce code, en fait. C'est toujours avoir le même code, avoir le même engagement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. Parce qu'en fait, le vrai de nos choses, c'est la rupture. On voit bien qu'on a quand même de plus en plus de sollicitations ou de sursollicitations. Et c'est la rupture qui crée, en fait, à un moment donné, parce que, tiens, je passe à autre chose et j'ai zappé, quoi. Et donc, le no-show, c'est comment je continue cet engagement, comment je vais être dans une part de séduction à travers le dialogue pour faire en sorte que la personne arrive et que des deux côtés, ça se passe aussi. Parce que, forcément, la RH va aussi attendre qu'il y ait un retour. Oui, c'est pas comment on évite le no-show, c'est comment on le dissout, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, au travers de ces outils, au travers d'une façon de repenser le lien par des outils. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, on a envie de moi, en fait. Je crois que le recrutement, le RH, ainsi de suite, on voit qu'on a beaucoup de difficultés de recrutement, quels que soient les métiers. Il n'y a pas de métier aujourd'hui, on n'a pas du mal à recruter, c'est pas vrai. Et c'est bien de la séduction qu'il va falloir. Alors, la séduction, elle passe par plein de choses. Ça peut être une superbe entreprise, ça va être la marque. Mais ça, c'est déjà la marque employeur, en fait. Le premier élément où on rentre, c'est de la marque employeur. Et on a souvent tendance à le négliger. À quel moment vous vous êtes dit l'un et l'autre, ça y est, la tech peut maintenant réparer quelque chose du côté RH ? Pour nous, c'est dès 2016, c'est dès le début des premiers modèles d'IA qui a fait même que j'en ai créé cette entreprise. C'était tout ce qu'on vient d'évoquer était déjà le cas il y a 10 ans, sauf qu'avec l'émergence de ce type de techno, on a pu enfin se dire on va résoudre ce genre de problématique. Et s'il y a un cas qui nous a fait démarrer au départ, c'est justement cet échange, ce premier type d'échange entre un candidat et un recruteur. Et donc aujourd'hui, on garantit que toutes les personnes qui postulent à un job d'une entreprise sont tous recontactés et ils ont tous une conversation qui va les mettre sur un même pied d'égalité. Donc il y a une dimension non biaisée, des informations qu'on va aller récupérer auprès d'eux qui bien sûr dépassent simplement le CV pour ensuite se dire des N candidats, voici les candidatures enrichies, préqualifiées qui valent le coup d'être vues en entretien. Laurent, dans ce parcours, plutôt du côté du parcours, à quel moment on peut pointer le moment je pense que la date que donne Stéphane me semble être la bonne. Ça a été un peu les premiers arrivées des chatbots. Ça a été la première génération de chatbots qui est arrivée en 2016, 2017 à peu près. Enfin, moi, dans une vie passée, en effet, j'étais aussi dans du recrutement
très très volumique, et c'est à peu près à ce niveau-là. Je pense que l'IA était déjà arrivée dans le monde RH. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement les RH ont été déjà pas mal équipés très très vite, notamment sur tout ce qui était autour du CV. Finalement, aller décortiquer un CV, chercher les compétences, chercher de la mission, ainsi de suite. Moi, c'est des choses que j'ai connues bien avant même 2016. Mais c'est vrai qu'on restait toujours dans cette interaction au clic qui disait tiens, j'ai reçu un CV, je l'ai mis, et d'ailleurs il n'y a même pas la connaissance du CV. Alors, c'était encore plus intéressant. Et puis on a créé en effet ces agents conversationnels qui sont arrivés dans une première génération 2016-2017 pour arriver maintenant avec on a fêté les 3 ans de notre ami ChatGPT, donc on a vu la révolution que ça pouvait apporter dans l'engagement que finalement ça apportait aux gens, puisque ce dialogue permanent de quelqu'un qui vous parle et qui entraîne et qui engage arrive. Donc on est sur ce sujet de tech à partir du moment où on n'a plus été dans un dialogue et pas simplement du transactionnel en fait. Donc on est passé du transactionnel, relationnel, dialogue, et donc fondamentalement de l'engagement. Donc oui, c'est à peu près ces dates-là, ouais. Et on a pu dans ces cas-là, et c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est que dans l'ensemble des parcours, puisque finalement dans les parcours on a beaucoup d'échanges d'informations, donc on va être dans une conversation, on va aller chercher de l'information. Alors c'est de l'information sur l'âge, ça peut être de l'information sur des documents, et on va la traiter de la même manière. C'est-à-dire que l'intérêt maintenant, c'est que les nouvelles IA qui arrivent, au-delà de la conversation, elles vont porter une capacité d'intelligence sur le traitement de l'information. Typiquement, vous mettez votre CNI, vous mettez un CV, vous mettez un justificatif de domicile parce qu'à un moment donné, il faut entrer en relation. On va pouvoir analyser ces documents, on va pouvoir en extraire de l'information, s'assurer qu'elle est cohérente, s'assurer qu'elle est conforme. Donc, on va pouvoir tout de suite engager un dialogue avec le futur collaborateur qui va dire attendez, les documents que vous avez donnés, c'est pas les bons, donc là, revenez, et pas surtout être dans une attente, en fait, et pas créer d'asynchronisme permanent. Donc, on va être toujours dans cette espèce d'échange de vague qui revient, ou juste à présent, quand on a l'occasion dans les anciens parcours, c'était, on recevait un mail qui disait coucou, on est content de vous, mais envoyez-moi ces documents. Puis alors, vous envoyez 10 documents, puis on recevait le mail d'après, une semaine après, il disait alors il y en a un qui est pas bon, on l'a pas bien reçu, ou je sais pas quoi, et puis on repartait. Donc, on a une espèce de système asynchrone, ça va, ça vient. Là, aujourd'hui, l'agent conversationnel porte cette relation, il porte la discussion, et puis on peut lui greffer des agents IA qui, eux, vont porter au contraire autour de la collecte, autour de la vérification. Donc on est dans une sorte d'orchestration back-office qui fait que vis-à-vis du candidat, il y a plein d'agents qui vont tourner, qui vont être là techniquement pour faire en sorte que sa conversation soit fluide et que l'échange avec la future entreprise soit le plus fluide possible. Oui, c'est ça, c'est vraiment la fluidité là, qui est au cœur. Et tout ça de manière sécurisée. Parce que donc, dans ce qu'évoquait Laurent, l'alternative, c'est faire ça par des canaux comme les boîtes mail. Ça veut dire qu'il y a des documents qu'on oublie de supprimer, qui traînent. Et donc, quand on parle de documents, comme on l'évoque, qui sont liés à l'identité, c'est donc risque d'usurpation d'identité, et c'est aussi risque de compliance, de non-respect du RGPD. Donc, les entreprises l'oublient parce qu'elles ont toujours fait comme ça. Sauf qu'à l'heure des risques cyber qui existent et quand même de la nouvelle réglementation qui date quand même maintenant avec le RGPD, il est temps de se mettre à jour. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça, c'est important. Ce que souligne Stéphane est important. Je pense que le déclenchement en 2018, c'est la mise en place du RGPD de manière formelle. On a une prise de conscience malgré tout qui se met en place, et d'un seul coup, se dire quand j'envoie une mailing list par mail, c'est-à-dire que, j'envoie à 100 candidats et puis je balance, c'est une brèche RGPD. Comment je fais autrement? Donc, c'est quoi les canaux que j'ai? Est-ce que je continue à mettre en copie cachée, ou au contraire, je m'adresse en un to un? Et donc, ce que la techno a apporté, c'est du one to few, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, moi, je n'envoie pas à 250 000 personnes, mais je vais faire du one to few, puis du one to one. Et on est capable maintenant de faire ce genre de choses avec à chaque fois un apport direct. C'est-à-dire qu'on est capable vraiment de cibler la personne. En fait, le candidat devient un client comme un autre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, finalement, quand on fait de la CRM d'un client, on fait la même chose avec un candidat. C'est-à-dire qu'on veut le séduire, on veut l'engager, on veut qu'il vienne, quoi, et qu'il revienne, et qu'il s'échappe pas. Donc, on est exactement comme dans cette logique-là. Et en effet, la brique RGPD, en tout cas sécuritaire, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, on sait, entre guillemets, la garantir. Par contre, en effet, il faut des canaux spécialisés. C'est-à-dire, le mail est tout sauf RGPD et tout sauf sécurisé. Je crois qu'il me semble que dernièrement, le ministère de l'Intérieur s'est fait un peu pomper par un phishing. Comme quoi, le mail, c'est pas super sécuritaire. Donc on parle de sécurité, voilà, les avancées elles sont sur la sécurité, sur l'humain, sur la relation, la façon dont on prend compte, peut-être aussi en interne, la façon dont ça permet au RH d'être plus dans justement l'humain et moins dans la course à tout ce parcours, on va dire. Qu'est-ce qui fait donc peur finalement aux entreprises aujourd'hui par rapport à la digitalisation RH? Comme pour tout un tas de situations, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc aujourd'hui, c'est quand même
déjà la tech c'est assez immatériel, mais alors maintenant les agents IA c'est encore plus immatériel. On a du mal à palper quelque part cette intelligence. Et donc il y a un enjeu de transparence pour donner le sentiment d'un meilleur contrôle. Et parce qu'on arrive à rassurer, alors il y aura moins peur et donc meilleure adoption, meilleure utilisation. En tout cas, on évoque souvent le sujet de alors du coup, mais l'IA, ça va remplacer les humains, etc. C'est cette question IA ou humain. En fait, le sujet, c'est les humains avec ou sans l'IA. Moi, je suis petit-fils d'une famille d'agriculteurs. Mes 4 grands-parents étaient agriculteurs. C'est une nouvelle révolution industrielle, comme il y a eu dans tout un tas de domaines comme l'agriculture. Et donc, le sujet des nouveaux outils, la question, c'est quand est-ce qu'on commence à les adopter, mais de toute manière, ils sont déjà là. Et donc, si on ne les utilise pas, les copains à côté, eux, vont le faire. Et donc, il y a un sujet de compétitivité. Donc voilà, donc en tout cas, le débat n'est pas IA ou humain, c'est humain avec IA. Et à nous, les uns et les autres, de voir comment, et d'une manière séquentielle, on peut mieux les approprier pour mieux les maîtriser. Ouais, je pense que le sujet, ça peut être en effet une méconnaissance de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir, en effet, là où on va positionner l'IA. Là, je suis d'accord avec Stéphane, c'est pas où, c'est et, de toute façon. Il y aura un et. Parce que ça peut pas être un remplacement, parce que on ira toujours serrer la main d'un nouveau candidat, parce qu'on va toujours avoir cet élan, c'est-à-dire que le talent management passera par l'humain, heureusement. En tout cas, c'est ma conviction et j'espère que ça continuera à l'être. Mais par contre, il y a tout un tas de bruits autour qui sont des bruits transactionnels, qui sont des bruits basiquement administratifs qu'on doit gommer. Et là, la technique, elle prend complètement son sens. Mais il faut avoir la conscience de ce qu'on peut faire. La conscience, on parlait tout à l'heure de sécurité, de se dire à un moment donné, je ne dois pas me retrouver face à une boîte noire. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on amène dans la technologie pour enlever cette crainte. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas, mais il faut leur expliquer. Et il faut leur dire, voilà, aujourd'hui, on est capable d'expliquer pourquoi il y a des choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ouvrir cette boîte, en faire une boîte blanche, gérer de l'explicabilité. Quand on confie, typiquement, on en parlait tout à l'heure, du sourcing et de l'analyse de CV pour faire des premiers pré-tris, il faut être certain, il faut garantir à la partie RH qu'il n'y a pas de biais derrière tout ça. Ces machines, c'est quand même que la logique, c'est de la statistique. On a entraîné des nouvelles IA sur des grands datasets documentaires. Voilà. Est-ce qu'il y a un biais à l'intérieur ? On le sait qu'il y en a certains. Donc, comment on corrige ces biais ? Comment on les explique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, il y a un élément de change important en interne sur la compétence globale de qu'est-ce que c'est qu'un agent IA et comment je m'en sers. Donc il y a un vrai change. Et puis un change aussi dans la posture, parce que le temps qu'on va redonner aux gens, et c'est ça l'enjeu qu'on a, c'est de redonner, qu'est-ce que j'en fais ? Quand on est pris toute la journée à pousser des roues carrées, et qu'on a des roues rondes d'un coup et que ça se libère, qu'est-ce que je fais de ce temps-là ? Comment j'explique aux gens que d'un seul coup, ce qui est important, c'est le talent, que c'est important, c'est la relation, et donc recréer des choses qui finalement ont disparu, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on recrée finalement, est-ce que c'est ressources humaines ou relations humaines ? Mais il y a un enjeu par rapport à ça, c'est aussi cette formation. Donc il y a une compétence sur la connaissance globale et puis une compétence sur et si tu faisais autre chose, quoi. Et c'est quoi finalement le rôle des ressources humaines à la fin ? Ouais, donc ce temps qui est redonné par cette digitalisation. Stéphane, de votre point de vue, qu'est-ce que la bonne tech finalement redonne encore aux RH qu'elles auraient perdu ? Tout d'abord, côté candidat, c'est remettre du dialogue là où il n'y en a plus, premièrement. Deuxièmement, côté recruteur, c'est ce gain de productivité qui vient de plus d'informations, de meilleures informations plus tôt dans le processus, grâce à ces assistants IA. Et enfin, cette capacité de capter plus de données encore plus fines, plus granulaires, en fait, c'est au service aussi des équipes de management parce qu'on est capable de leur donner une vision beaucoup plus claire de la performance de leur processus. Donc, c'est répondre en fait aux 3 grandes parties prenantes. Le candidat, à son niveau, lui, ce qu'il veut, c'est plus de fluidité et surtout, il veut de l'échange et pas rester dans cette black box. Le recruteur, il veut, lui, être plus efficace. Et le management, il veut y voir clair. Il veut voir là où il devrait mieux transformer son entreprise. Vous, Laurent, vous parliez aussi de marque employeur tout à l'heure. Il y a quelque chose à gagner de ce point de vue-là ? Oui, de toute façon, à partir du moment où on va enrichir cette relation, la rendre plus fluide, faire en sorte que quand le candidat
se pose des questions, il est tout de suite une réponse. Donc, il va être dans une logique de oui, on a envie de moi, parce que je pense quand même, on est toujours dans cet élément de séduction. C'est des éléments importants. On va redonner du temps, c'est-à-dire qu'on va redonner de l'humain. Le sujet, c'est ça, c'est de redonner de la visibilité, finalement, explicabilité sur le truc et de la visibilité sur le parcours, sur les échanges, sur qu'est-ce qui est important, finalement, dans la relation. Est-ce que c'est simplement de savoir l'ensemble du CV ou est-ce qu'au contraire, on va être sur les soft skills, ainsi de suite. Donc, il y a un vrai enjeu et chaque entreprise va pouvoir regérer, en fait, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est de dire, ce temps-là, pas du one size fits all. Chaque entreprise va aménager son parcours. Elle va dire, voilà, moi je veux plus ou moins ça, c'est quoi le ton culturel que doit avoir mon assistant? Est-ce que c'est du tutoiement? Est-ce que c'est du vouvoiement? Tout ça, on va le recréer tout de suite, instantanément, pour que ça aille dans cette relation. Il fait qu'à un moment donné, il y a moins de rupture au moment où on passe la porte, quoi. Le sujet, c'est quand je passe la porte, est-ce que j'enlève la moitié de mon cerveau ou est-ce qu'au contraire, je suis en pleine possession de mes moyens? Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Hein. Redonner du temps avec les nouvelles IA, alors on en parle beaucoup sur les parcours, mais c'est aussi dans du back-office, il y a des sujets qui sont intéressants qu'on va pouvoir traiter avec la gestion documentaire. Il y a un cas d'usage qui m'a été porté il n'y a pas longtemps, c'est qu'est-ce que je fais de tous les verbatims de mes entretiens annuels, par exemple? Ça, c'est un truc assez rigolo. C'est vrai qu'on fait tous des entretiens annuels. Je ne sais pas ce qu'on fout des verbatims. Hein, pour moi. Donc, en général, on coche des cases. Oui, c'était bien. Oui, tu as réussi tes objectifs. Ah oui, là, t'es bien. T'es un team manager super. Là, t'es un teamwork. Puis après, on a des tonnes de verbatims. Tiens, j'ai fait ça, voilà. Si vous savez ce que vous en faites à la fin de la journée, moi, je suis content. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne les lisait. Alors qu'il y a fondamentalement, c'est de la soft data. Hein, c'est comme une source d'information soft, mais qu'on n'exploite absolument pas. Les agents IA vont pouvoir donner au RH une lisibilité dans la continuité, parce que là, on est sur le début de la phase amoureuse. Hein, on n'a pas encore signé, on n'est pas dans le contrat, on va continuer. Puis, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Et dans l'après, les agents IA, ils ont aussi leur rôle, c'est de dire, tiens, j'ai fait l'analyse de la partie entretien d'évaluation. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que j'ai vu pour une personne, pour un service, pour la direction? Est-ce qu'il y a des signaux faibles à choper? Et ça, les agents IA vont pouvoir le faire. Donc, relibérer pareil du temps. Ils vont pas lire 200 EA, quoi. Personne dit 200 EA, ça n'existe pas. Les gens qui vous le disent, c'est des menteurs. Par contre, si l'agent le fait pour vous, il ressort les éléments saillants, on va pouvoir porter des messages qui vont être complètement différents. Donc, à tous les niveaux, en fait, de l'entreprise, on parle beaucoup du parcours parce que c'est vrai qu'on est dedans et c'est là où on vit parce qu'on estime que les pain points se situent là dès le démarrage. Mais une fois qu'on est dedans, les agents IA peuvent reprendre le truc et il y a des parcours qui sont gérés par SOAT-AI largement au-delà du parcours de recrutement. Et chez nous, de la même manière, sur la gestion documentaire, comment redonner du sens et valoriser l'information. Ouais, fluidité, encore une fois, attention, remise au cœur, de l'humain, toujours de l'humain. En fait, on revient un petit peu toujours à cette... Dans les RH, c'est mieux quand même. Hein, c'est mieux, oui, parce que ressources humaines, on a longtemps oublié que c'était... Oui, c'était service du personnel, sinon, ouais. Pour finir, puisqu'on arrive quand même au terme de ce podcast, une petite question flash, ça devient un petit rituel dans ce podcast. À vous de choisir une petite victoire RH qui vous fait encore sourire, peut-être, Stéphane, ou un mot qu'on ne devrait plus entendre dans les parcours RH. Deux choses. Le retour sur investissement de projets comme ceux dont on parle aujourd'hui. Les RH, maintenant, je pense, sont à même de parler à un comité de direction sur le retour sur investissement de projets RH dans le recrutement ou dans l'engagement collaborateur grâce à ce type de technologie, parce qu'il y a de vrais cas d'usage où on peut documenter ce que ça leur apporte. Et en termes de gain de productivité ou de réduction des coûts publicitaires ou autres. Et donc la petite phrase que je donnerai, c'est « Demain, on ne peut plus dire « J'ai pas le temps ». Laurent, même question. Ouais, non, je pense que l'autre phrase, c'est j'en suis où, en fait. C'est j'en suis où dans mon recrutement. C'est quoi l'histoire? J'ai vu combien de candidats? J'en suis où? On ne devrait pas le savoir, quoi. On devrait savoir exactement où on en est, aussi bien d'un côté candidat que d'un côté RH. Et bien souvent, la question, c'est j'en suis où? Voilà. Et donc, faire partir le j'en suis où. D'accord. Et rajouter un petit peu de lumière dans tout ça. Ok. Ce qu'on retient, en tout cas, c'est que la technologie, elle ne crée pas le lien, probablement, mais elle libère l'espace, vous l'avez assez dit, pour qu'il existe ce lien. Donc, quand elle simplifie, quand elle clarifie, quand elle rend visible ce qui était opaque, elle permet au RH de remettre l'humain là où il devrait et où il aurait dû être depuis toujours, c'est-à-dire au centre. Merci d'avoir participé à ce podcast. Stéphane, Laurent, merci à vous d'avoir été autour de ces micros. Merci auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous avec Performer l'information, où on parlera encore une fois de ce que la data et la tech changent. C'est un peu notre dada quand même, donc nous y reviendrons quand elle change d'abord nos façons d'être en relation. Merci. Merci.